Résumons ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. La matrice d'une application linéaire U relativement à des bases B1 de l'espace de départ et B2 de l'espace d'arrivée possède une double lecture. D'abord, une lecture colonne par colonne. En effet, la jème colonne de cette matrice est formée des coordonnées de l'image du jème vecteur de la base B1, les coordonnées étant exprimées dans la base B2. Et ligne par ligne, en effet, la im ligne de la matrice me permet d'obtenir la im coordonnée de U de x dans la base B2 en fonction des coordonnées du vecteur x, lui étant exprimé dans la base B1. Remarque 6. Cas particulier des endomorphismes. Dans le cas d'un endomorphisme U de E, on choisira la plupart du temps qu'une seule et même base à l'arrivée et au départ. D'accord ? L'application U, elle va de E dans E. Et donc on pourrait très bien prendre des bases différentes à l'arrivée et au départ, mais c'est beaucoup plus simple. La plupart du temps en tout cas, on prend deux fois la même base, du coup on n'a pas besoin de répéter MBB de U, on dira simplement MB de U. Exemple 5, soit E un espace vectoriel de dimension n, soit B une base quelconque de E. La matrice de l'identité, vous comprenez bien que si je veux calculer la matrice de l'identité dans une base B, donc appelons E1 jusqu'à En les vecteurs de cette base B, E1 il est envoyé sur E1, donc les coordonnées du vecteur image, du vecteur E1 dans la nouvelle base, c'est 1, 0, 0, 0. Donc la première colonne est constituée d'un 1 et après que des 0. La deuxième colonne, on prend le vecteur E2, on calcule son image, mais c'est toujours E2. E2, ses coordonnées, c'est 0, 1 et que des 0, et ainsi de suite. Donc j'obtiens bien la matrice IN. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et évidemment, si, et j'aurais le droit de le faire, si je choisissais deux bases différentes pour regarder la matrice, il n'y aurait aucune raison que j'obtiendrais l'identité. Et ça, on verra plus tard que c'est justement ce qu'on fera à un moment donné. On s'intéressera à la matrice de l'identité relativement à deux bases différentes du même espace vectoriel. Maintenant, on va regarder l'application qui a une application linéaire associe sa matrice. Donc pour ça, on a toujours E et F, deux espaces vectoriels. Toujours, ils sont de dimension respective P pour E et de dimension N pour F. Et on choisit B1 une base de E et B2 une base de F. Donc on regarde l'application qui a U associe sa matrice relativement à ces deux bases B1 et B2 qu'on a choisies. Et j'ai appelé phi cette application, donc elle va de L de E dans F dans MNP de K. Donc ça c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc ça veut dire quoi? Donc isomorphisme ça veut dire déjà que c'est une application linéaire. Donc dire que c'est une application linéaire ça veut dire que l'image de U plus V c'est l'image de U plus l'image de V. Et l'image de alpha.U c'est alpha point l'image de U. Donc ça veut dire qu'on a déjà ces deux propriétés concernant la matrice d'une somme et la matrice d'une application linéaire fois un scalaire. Donc ça veut dire que c'est une application linéaire, et en plus isomorphisme, ça veut dire que c'est une bijection. Ça veut dire que se donner une application linéaire ou se donner la matrice relativement à deux bases B1 et B2, c'est la même chose. Il y a une équivalence entre les deux. On rappelle encore une fois le théorème 2 du chapitre 18 qu'on avait largement utilisé aussi dans le chapitre sur la dimension finie. Si on fixe une base de l'espace de départ et qu'on fixe P vecteur de grand F, peu importe, il n'y a aucune hypothèse à faire sur ces vecteurs F1 jusqu'à Fp, il existe alors une unique application linéaire U de E dans F qui envoie E1 sur F1, E2 sur F2 et ainsi de suite. Donc là, évidemment, c'est pas YI, c'est FI qu'il fallait écrire. Donc tel que pour tout I, U de I soit égal à FI. Démonstration. Donc d'abord, on va démontrer que phi, l'application elle s'appelle phi, que phi est bijective. C'est justement là qu'on va appliquer le rappel. Donc je fixe une matrice A dans MNP de K et je veux démontrer qu'il existe une unique application linéaire U telle que A soit égal à MB1B2 de U. Donc c'est bien ça qu'on veut démontrer. On veut démontrer, l'assertion est écrite ici, que pour tout A, dans MNP de K, il existe un unique U tel que A soit égal à phi de U, c'est-à-dire tel que A soit égal à MB1B2 de U.
Donc, soit A dans Mn P de K, on cherche U, une application linéaire de E dans F, telle que phi de U soit égal à A, c'est-à-dire telle que MB1 B2 de U soit égal à A. Mais ça, dire que MB1 B2 de U soit égal à A, donc à condition de noter A et J les coefficients de cette matrice grand A, ce qu'on fera la plupart du temps, si je dis rien, les coefficients de la matrice grand A ils seront notés A et J. Donc ça, on l'a vu, donc on a vu la définition à la page précédente, ça veut dire que pour tout J, U de J est égal à sigma des A et J FI. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après ce rappel, donc ce qui joue le rôle de ce vecteur-là, c'est tout ce vecteur-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe une unique application linéaire U de E dans F qui satisfait ces équations-là. Je dis bien ces équations parce que ça, c'est une équation. Mais pour tout J, ça me fait bien P équation. Bref, donc il existe bien une unique application linéaire I qui satisfait ces équations, c'est-à-dire qui satisfait l'égalité A égale MB1 B2 de U. Donc on a démontré que pour chaque élément dans l'ensemble d'arrivée, il existe un unique antécédent, ça veut dire que la fonction phi est bijective. Maintenant, il reste à démontrer que phi est linéaire. Donc d'abord, on prend deux applications linéaires, et alpha et bêta deux scalaires. D'accord, j'ai tout fait en une seule étape. Ici, j'avais décomposé la linéarité de phi en deux étapes, mais c'est bien équivalent, on le sait, à démontrer que phi de alpha u plus bêta v est égal à alpha phi de u plus bêta phi de v. Donc, phi de alpha u plus bêta v, c'est ça. Et là, j'ai réécrit ça sous forme de matrice. J'ai remplacé phi de u par sa valeur et phi de v par sa valeur. J'ai donné des noms à ces matrices. Cette matrice-là, je l'ai appelée C. MB1 B2 de U, je l'ai appelée A. Et MB1 B2 de V, je l'ai appelée B. Et donc, si on veut calculer la matrice C, on doit déterminer, on peut appliquer la définition qui nous définit cette matrice colonne par colonne. Et en tout cas, la jm colonne, elle définit par les coordonnées de alpha u plus bêta v évaluées en EJ. Donc je le calcule. Ça, j'ai juste remplacé ce que ça voulait dire. Et maintenant, j'utilise la définition de la matrice grand A. La matrice grand A, sa colonne numéro J contient les coordonnées de U de EJ. J'ai remplacé, là c'est juste la définition, aussi bien pour U de EJ que pour V de EJ. Et là, évidemment, les sommes, elles portent sur le même indice. Je peux les regrouper et factoriser par FI. Et par définition, donc, or par définition de la matrice C, alpha U plus bêta V EJ me donne sigma des CIJ FI, ça aussi c'est juste la définition de la matrice C. Donc ça veut dire quoi? J'ai fait deux calculs différents l'un me conduit à cette somme-là, l'autre à cette somme-là. Or les FI, c'est une famille libre, hein, c'est même une base de l'espace d'arrivée de grand F, donc ça veut dire que CIJ vaut bien alpha AIJ plus bêta BIJ. Ça c'est vrai pour tout I et pour tout J, donc ça veut bien dire que la matrice grand C est égale à alpha A plus bêta B. Donc on a bien démontré cette égalité-là, c'est-à-dire cette égalité-là, c'est-à-dire la linéarité de phi. Remarque 7, le fait que phi soit bijective se traduit en disant qu'une fois fixé une base B1 de E, une base B2 de F, se donner une application linéaire de E dans F, c'est équivalent à se donner une matrice. Autrement dit, une application linéaire de E dans F est entièrement déterminée par sa matrice relativement aux bases B1 et B2. Remarque 8, dans le chapitre précédent, on a vu que lorsque deux espaces sont isomorphes, alors ils ont même dimension. On en déduit ici que ces deux espaces sont de même dimension, mais on le savait déjà, puisque on a démontré dans ce chapitre que la dimension de MNP de K c'était n fois P, et la dimension de L de E dans F, on sait depuis le chapitre sur la dimension finie que ça fait dim de E fois dim de F, ça fait aussi n fois P. D'accord? Donc, du coup, comme ces deux espaces sont de même dimension, on pouvait savoir depuis le début qu'ils étaient isomorphes, mais là, on vient de démontrer spécifiquement que l'application linéaire phi était un isomorphisme. D'ailleurs, ici, comme phi est une application linéaire et que ces deux espaces sont de même dimension, pour démontrer que phi est un isomorphisme, j'aurais simplement pu démontrer soit qu'il est injectif, soit qu'il est surjectif,
mais vous voyez bien que le rappel me montre directement qu'il est bijectif.